Une journée merveilleuse avec Maison Paysanne qui nous a surpris par la densité des sujets découverts sur Nouzon et Joigny. Toutes les interventions n'ont pu être enregistrées, comme celle qui suit, de Jacques Lambert sur Jean-Baptiste Clément, mais feront l'objet d'un autre petit documentaire. Aujourd'hui, nous allons être dans la patrie de Jean Rugissard. Et nous, à Terre Ardennaise, nous sommes les seuls à avoir réédité l'œuvre complète de Jean Rugissard, Les Mamères, dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Et puis également tous les romans de Jean Rugissard, n'oublions pas, nous sommes dans Maison Paysanne, les romans de Jean Rugissard qui se passent dans les villages des Ardennes s'appellent Les Rustiques. Jean-Baptiste Clément, qui est là, est né le 31 1836 à Boulogne, dans la Seine. Et son père était un meunier relativement riche. Il avait 15 000 francs de rentrée par an, et c'est important. Il quitte l'école à 14 ans et il a un apprentissage dans un métier que je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle garnisseur en cuivre, ou garnisseur en cuivre. C'est-à-dire, ce sont les gens qui fabriquent ou entretiennent toutes les parties en cuivre qui sont sur les meubles. Voilà. Alors il n'aime pas ça du tout et il a écrit que c'était le plus insignifiant de tous les métiers. Après, il vend du vin, il est terrassier au viaduc de Nogent et il commence à écrire. À 30 ans, il va à Montmartre, il fréquente les membres de l'Internationale de Montmartre et il publie une chanson, 89, et elle est censurée et ça lui vaut des ennuis, en 1867. Donc il est déjà obligé de fuir en Belgique. Il revient après et c'est là, parce que chez les Ardennais c'est clair, c'est l'homme qui a écrit Le Temps des Cides et il a écrit Le Temps des Cides dans les Ardennes. C'est complètement faux. Il a écrit Le Temps des Cides à Paris en 1866. Il l'a mis au point en 1867 justement à Bruxelles. Mais comme après il va dédicacer bien plus tard, en 1885, au moment où il est dans les Ardennes, il va republier cette chanson et il va la dédicacer à une ambulancière de la commune de Paris. Les Ardennais se sont appropriés la chanson et disent qu'il l'a écrite ici, mais ça c'est faux, même si on aurait bien aimé. En 1868, il rentre à Paris, il fonde un journal qui s'appelle Le Casse-Tête et de nouveau il est emprisonné parce que dans ce journal il attaque plusieurs fois Napoléon III. Il est libéré au début de septembre 1870 quand la République est instaurée. Et rapidement, lorsque les Allemands sont rentrés et font le siège de Paris, Jean-Baptiste Clément combat au 129e bataillon de marche à Montmartre. Il est élu au comité de vigilance du 18e arrondissement et puis plus tard, le 26 mars, alors cette fois-ci 1871, il est élu à la commune de Paris dans son arrondissement. Et pour vous donner quand même l'importance qu'il avait, il est élu par 14 188 voix sur 17 443 votants. Donc c'est un personnage extrêmement important, extrêmement reconnu. Et il est élu avec quelqu'un que vous connaissez certainement, qui s'appelle Blanqui, un révolutionnaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait à la commune de Paris? Il siège à la commission des services publics et subsistance. Il est délégué à la fabrication des munitions et il est nommé à la commission de l'enseignement. Il vote toujours avec la majorité et surtout il s'occupe du quartier de Montmartre, soit pour le ravitaillement, soit pour l'assistance. Et enfin il écrit dans le journal officiel de la commune de Paris. Vous savez, la commune de Paris va se terminer par la semaine sanglante en mai 1971, dans lequel les derniers morts ont été fusillés par les troupes versaillaises au Père-Lachaise. On envisage entre 20 000 et 30 000 personnes qui ont été tuées dans la semaine sanglante. Et il combat jusqu'au bout et il se réfugie 75 jours, il est caché 75 jours, chez un ami, un marchand de bois, qui habite quai de Bercy. C'est intéressant de savoir qu'il est à l'intérieur de Paris, alors qu'il est vraiment recherché. Il réussit à aller à Londres le 3 septembre 1871 et à Londres
il ne peut pas vivre de grand chose, il vit en encadrant des estampes et il donne des leçons de français où il vend des tableaux. Alors vous pourrez regarder, parce qu'il a écrit quand il était à Londres une superbe chanson que vous pouvez écouter par différents interprètes sur internet, et en particulier qui est chantée par le grand Marc Augeret, qui s'appelle La Semaine Sanglante. Et après avoir vécu cette semaine sanglante, après avoir vu justement tous ses efforts anéantis, il écrit une superbe chanson dont le refrain, que je ne peux pas chanter parce que la pluie arriverait, vous connaissez peut-être: 8 mai, ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Il est condamné à mort par contumace, par le 4e Conseil de guerre, et il est amnistié en 1879. Il retourne à Bruxelles, et puis après il vient à Paris. Alors là, ça devient un très très grand militant. Je ne vais pas entrer dans les... parce qu'il y a plusieurs fractions du mouvement ouvrier, mais il faut savoir qu'au début, il va être dans la Fédération des travailleurs socialistes, puis après, en 1890, il va rallier un parti nouveau, qui est le Parti ouvrier socialiste et révolutionnaire. Avec, il devient ce qu'on appelle un alémaniste. Et à partir de ce moment-là, il va venir assez rapidement dans les Ardennes. Quelle est la doctrine de ce parti? Mais vraiment en 2 mots, hein, qui a été très bien décrite par Didier Bigorgne, hein, et d'ailleurs ce que je vous écris aujourd'hui, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est tiré des articles et des livres de Didier Bigorgne que nous avons publiés à Terre Ardennaise, et puis également le dictionnaire bibliographique du Métron, dans lequel je suis à peu près sûr que c'est Didier qui écrit. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Jean-Baptiste Clément, hein, mais je reconnais des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir le pouvoir par la grève générale. C'est pourquoi ils vont souvent tenter des grèves. Mais en même temps, contrairement aux anarchistes, ils pensent qu'ils peuvent obtenir quand même le pouvoir en se présentant aux élections. C'est pourquoi il va se présenter plusieurs fois aux élections. Alors, le courant anarchiste est fort. Et je cite une anecdote parce qu'on est à Nouzonville. Il y avait un anarchiste à Nouzonville, dans les années 1890, qui avait pour particularité d'accueillir chez lui tous les gens qui passaient. Et donc un jour, il a accueilli un camarade anarchiste, en rentrant à la maison, il s'est aperçu que ce camarade-là venait de lui voler son argent. Il lui a dit: mais quand même, tu aurais dû me demander, moi je t'aurais donné mon argent. Et l'autre le poignarde. La police arrive tout de suite, la police dit à celui qui est en train de mourir: dites-nous qu'il fait ça, et il dit: je ne parle jamais à la police, et il meurt. Ça, c'est une anecdote extraordinaire. Alors Jean-Baptiste Clément, il vient dans les Ardennes, tu l'as dit tout à l'heure, d'abord en mai 1885, pour soutenir la grande grève de Châteaurenaud contre le patron Maret, qui voulait interdire aux grévistes de constituer un syndicat. C'est une grosse boutique, il y a 3000 ouvriers. Non, dans le coin, il y a 3000 ouvriers, hein, mais c'est une très grosse boutique d'un Marais. Le 31 mai 85, il fonde la Fédération des travailleurs socialistes des Ardennes, et rapidement, pendant les années où il va être à Charleville, il va faire des Ardennes le fer de lance justement du parti, puisqu'il y aura plus de 14 000 militants dans les Ardennes, regroupés dans 69 associations. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il passe son temps à se promener, entre guillemets, pour faire des conférences à pied, et il se présente aux élections où à chaque fois il obtient environ au premier tour 25% des votes, ce qui est énorme. 6800 voix en 88, etc. Et enfin, il va créer un journal qui va d'abord s'appeler l'Émancipation, puis après l'Émancipateur. Un journal qui va avoir beaucoup de mal à faire vivre, il faut que les gens versent, etc. Puisqu'on est ici à Nouzonville, 2 témoignages tirés du livre Enfance de Vaillant. Jean Clair. À Nouzon, on savait bien qui était Jean-Baptiste Clément. C'était vraiment quelqu'un de connu. Et il faut bien dire crûment, naïvement,
les Nouzonnais pensent détenir l'orthodoxie quand on interprète le temps des cerises. Quand ma mère entendait chanter le temps des cerises à la radio, elle disait toujours « il chante mal ». Et elle n'était pas la seule. Les Nouzonnais chantaient sans manière le temps des cerises, sans trémolo, sans dramatisation. D'autre part, Jean-Baptiste Clément était venu souvent à Louzan, où il logeait chez la grand-mère de Lucien Barré, qui avait un petit café-restaurant. Il logeait là quand il venait faire une causerie, et il ne pouvait pas repartir. Je ne dis pas que je l'avais vu, que des gens l'avaient vu, mais c'était vraiment un personnage familier. Moi, enfant, je comprenais cela, la revendication ouvrière, les patrons, les ouvriers, cela me disait bien des choses. Simon Cocu dit « Jean-Baptiste Clément était le guide. Il était présent chez les commerçants, dans les coopératives. J'allais chercher du pain et qu'est-ce que je voyais en entrant dans la boulangerie? Le portrait de Jean-Baptiste Clément. Il y avait des portraits de Jean-Baptiste Clément dans certaines maisons particulières, mais pas chez nous. On écrit « Jean-Baptiste Clément a lutté 6 ans dans les Ardennes. Il s'y est usé. En but à trop d'opposition, le patronat ardennais, l'église, les journaux bourgeois, les averteurs de tendance, la police, il était souvent enquiquiné par le police, et, j'aime bien cela, et même du caractère ardennais. Car l'ouvrier ardennais se montre parfois rebelle à l'organisation durable comme à l'éducation politique. Et effectivement, un des grands échecs, par exemple, de Jean-Baptiste Clément, c'est de ne pas avoir pu créer un syndicat des travailleurs de l'osier dans la vallée autour de l'Aisne, autour de Vouziers. Là, il n'a pas pu. Voilà. Alors il va rentrer et il rentre à Paris. Il est employé à la mairie de Saint-Denis de 94 à 96. Il réécrit dans un journal, La Petite République. Il fonde une librairie de propagande socialiste. Et il meurt le 23 février 1903 à Paris, les suites doubles d'une occlusion intestinale et d'un cancer. Lorsque le 25 février il est enterré, il y a 4000 à 5000 personnes qui accompagnent son cercueil au Père Lachaise, où vous pouvez aller voir sa tombe. On ne manque pas d'aller faire un tour avec Elisabeth de temps en temps. Et il y en a un d'eux qui a pris la parole au nom d'une loge maçonnique qui s'appelait l'Évolution sociale, parce qu'il était aussi franc-maçon. Pour terminer, ce monument devant lequel Terre Ardennaise a fêté ses 30 ans avec nos amis du Cercle Pierre Belge, ça a été un moment extrêmement émouvant. Il y a maintenant, c'était en 2012. Il a été inauguré le 27 juin 1937. C'est la fin du Front populaire. Hein? Et c'est un peu le chant du cygne du Front populaire. Henriette Cocu, la femme du peintre Simon. Il y avait du monde. Quelle foule! Je n'en revenais pas. On était descendu là, on était du côté du pont. Je ne me rappelle pas avoir vu la statue. L'Internationale a été chantée. On trouvait cela naturel à l'époque. Pour ma famille, Jean-Baptiste Clément, c'était important. Je n'ai pas vu Cachin, le secrétaire du parti communiste. On chantait le temps des cerises, bien sûr. C'était tout à fait naturel de faire cela et d'y aller. C'était la suite du Front populaire. C'était un événement qu'on puisse assister à une chose pareille. Le temps des cerises, il fera bien mieux le maire de mon cœur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille. Simon Cocu, la place était noire de monde, la place où on va aller tout à l'heure. Tout ce monde-là est parti advent nous on. Et nous avons été stoppés à peu près au milieu du pont. Nous ne pouvions plus avancer, nous sommes restés là. Du milieu du pont, nous avions quand même une vue sur la statue. Nous l'avons vue être dévoilée, nous avons entendu la Marseillaise et l'Internationale. Et Jean Clair, à qui quand même on doit un peu cette visite aujourd'hui, hein, Sylvie,
Rassemblement sur la place de Nouzon, noir de monde. Les gens étaient descendus de la vallée. Tout Charleville était là. Il faisait beau. Je me souviens que quelques familles avaient remis leurs gamins en maillot de bain. Cela avait un côté fête populaire. Les officiels, les orateurs étaient sur le perron de l'hôtel de ville avec ces quelques marches. On va le voir tout à l'heure, cela fait une belle estrade. Sur celle-ci, on voyait le plâtre de la statue de Jean-Baptiste posé sur une balustrade. Les officiels et puis un petit jeune homme fluet qu'on présenta à la foule. Voilà, Élie Baldré, c'était le sculpteur qui avait réalisé le buste. Il était déjà vraisemblablement meilleur ouvrier de France en taille de pierre. Il était de Haute-Rivière, de la famille des tailleux de Pire. Je ne pense pas qu'il a parlé ou qu'il a remercié. C'était un homme discret et modeste, un beau personnage. J'en dis, je l'ai connu après. Tout le monde y était, sauf les patrons et les bourgeois.